Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ces rencontres des Gobelins qui seront dédiées, cette séance, aux restaurations des édifices. Et nous avons choisi avec Ulrich Leben, Jean-Jacques Gauthier et Jörg Ebeling d'aborder un peu une vision externe de la question des restaurations publiques, de faire intervenir à la fois des châteaux privés, comment des privés aborde cette question de la restauration, parce que ce n'est pas qu'une question théorique, c'est aussi une question pratique, les moyens, les fonctionnalités, comment accueillir du public. Et on terminera par un château public, le château de Chambord. Je laisse donc tout de suite la parole à Jean-Jacques Gauthier qui vont présenter les séances, et après chaque séance, on aura le droit aux questions. Merci beaucoup, et puis bonne soirée. Bonsoir. Je pense que juxtaposer des cas de figure, comme nous allons le faire ce soir, aussi différents, vont donner un éclairage tout à fait particulier sur la façon dont on peut aborder les remeublements des châteaux en ce début du XXIe siècle, puisqu'on aura le cas d'un château en main privée, le cas d'un château-musée évoquant une figure littéraire de premier plan, ce qui est celle de Balzac, et puis un château royal qui est celui de Chambord. Donc à chaque fois, ce sont des approches qui suscitent des recherches et un positionnement tout à fait spécifique et qui génèrent des réponses adaptées à chaque cas de figure, puisque chaque château, c'est un peu comme une restauration. Chaque château suggère une solution adaptée à sa spécificité. Si vous le voulez bien, donc, nous allons commencer par donner la parole à monsieur Jacques Guyot et à son fils, Lancelot Guyot, qui sont tous les deux propriétaires des châteaux de la Ferté-Saint-Aubin, qui se trouve dans le Loiret, du château de Bridoire, qui se trouve en Dordogne, qui œuvre depuis 1979, ça fait déjà tout de même un certain nombre de décennies, à la remise en état de châteaux comme celui du château de Saint-Fargeau, le château de la Grande Mademoiselle, qui se trouve dans l'Yonne. Vous aviez à cette époque d'ailleurs ce château avec votre frère Michel Guyot, et vous œuvrez pour la restauration du patrimoine privé, ce qui est une démarche tout à fait louable. Et je vous laisse la parole. Merci Jean-Jacques. Écoutez, en tout cas, on est très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous avouerai que des fois, ça fait plaisir de voir qu'on pense un petit peu à nous, parce que des fois, on se sent un petit peu seul. Vous savez que c'est une lourde tâche, que les crédits de l'État, vous le savez, ne sont pas extensibles, quand, si tant est qu'on puisse parler de crédit. Mais voilà, donc on a eu, mais je crois que les choses vont s'arranger. On a eu un peu notre traversée du désert. Les châteaux, évidemment, les restaurations coûtent de plus en plus cher et ce n'est pas toujours évident de lier en même temps une restauration intérieure, une décoration intérieure, surtout dans des châteaux dont on a un peu la spécialité, qui sont des châteaux qui ont été souillés, abandonnés, humiliés. Voilà, ce qui a été le cas de Saint-Fargeau, ce qui a été le cas un petit peu de la Ferté, où il n'y a pas eu de travaux depuis l'Ancien Régime, quasiment lorsqu'on a repris, et ce qui est le cas de Bridoire, qui a eu 22 ans de pillage et de vandalisme. Donc on aime bien un peu jouer les Saint-Bernard, c'est une passion absolument dévorante, et voilà, et qu'on a transmis à nos enfants, notamment Lancelot, qui maintenant a en charge la gestion de la Ferté. Et nous, on continue à gérer Bridoire, et puis peut-être, pourquoi pas, d'autres monuments si l'occasion se présente. Alors nous, on va vous parler, je crois, surtout un petit peu de Bridoire aujourd'hui, qui est un cas de figure un petit peu... Je ne sais pas si je suis dans le sujet, Jean-Jacques. Absolument. Bon. Je vous remettrai dans les clous, si vous voulez. Voilà, je n'ai pas fait de papier, tout ça, parce que j'ai horreur de ça, puis je trouve que c'est plus sympathique de discuter un petit peu comme ça, voilà, à bâton rompu. Bridoire, c'est une merveilleuse aventure, encore une, qui a commencé en 2011, lorsqu'on a découvert pour la première fois cette propriété, en allant faire un petit tour avec mon épouse dans le Périgord pourpre, que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à voir, qui est une région absolument sublime, qui est la partie sud-ouest de la Dordogne. Et dans cette chambre d'hôte où nous étions, on nous a signalé un château en ruine qui faisait à l'époque couler beaucoup d'encre, puisqu'il avait été acheté pour l'empereur Bokassa. C'est encore lui, décidément, on n'en finit pas de ce Bokassa.
Et donc on est allé voir, on a donné une petite pièce au gardien, on est rentré dans une cour envahie par les herbes et on a découvert des intérieurs mais absolument dévastés, 22 ans de pillage, de squattage, de dévastation, de tagage, enfin bon la liste est longue. Et vraiment, quand j'employais tout à l'heure le terme de château humilié, le mot est faible, on avait vraiment, on avait envie de pleurer en rentrant dans cette maison, qui était une maison absolument sublime, qui avait connu ses heures de gloire. On est dans ce qu'on appelle le 15e Périgourdin. Vous êtes tous, je pense, allés déjà en Dordogne. Vous avez vu ces grands toits poivrières, ces machicoulis bien ressortis, cette tuile en terre cuite bien patinée. C'est toute l'identité du Périgord, de la Dordogne. Et donc, Bridoire n'échappe pas à la règle. Et puis, comme vous le savez, en province, on est jamais en avance par rapport à Paris. Donc quand on parle du 15e Périgourdin, c'est souvent, ça peut aller jusqu'au milieu du XVIe siècle, hein, puisque en province, on n'était pas toujours en avance. Et les maîtres d'œuvre de l'époque, voilà, même s'ils suivaient la mode parisienne, il y avait toujours un petit décalage. Voilà, donc ce château appartenait à l'État. L'État avait commencé les restaurations intérieures. Bon, je vais être très bref parce que bon, je ne vais pas vous parler essentiellement du sauvetage de Bridoire, mais je veux simplement vous placer des choses dans leur contexte. C'est-à-dire que en 2007, le château a été repris par l'État par une procédure absolument sans précédent, qui est ce qu'on appelle une expropriation. Voilà. Bon, la loi de 1913 sur les monuments historiques n'avait jamais exercé, l'État n'avait jamais exercé son droit sur une expropriation, mis à part Bridoire. Ça a été fait en 2007. L'État a donc exproprié ce propriétaire défaillant, qui était en l'occurrence une société africaine. Bridoire avait été racheté en sous-main en 1977. Bon là, si on ne va pas parler des relations France-Afrique, vous savez qu'on est toujours en eau trouble et ça continue. Ça n'a jamais été très net tout ça. Et il a fallu trouver pour le fils de Bokassa, qui avait épousé une bergeracoise, une demeure digne de son nom. Donc à l'époque, voilà, le choix avait été fait sur Bridoire, qui a été vendu par un industriel suisse à une société complètement fantôme, dont le siège était à Dakar, pour une société dont on n'a jamais retrouvé les statuts d'ailleurs, curieusement. Et donc on est vraiment dans une situation, si vous voulez, où le propriétaire est un propriétaire fantôme. Donc 5 ans après l'acquisition par ces Africains, eh bien la porte a été forcée et elle est restée ouverte pendant 22 ans. Vous imaginez ce que ça représente. 22 ans de pillage, 22 ans. Alors au départ, c'était évidemment des gens bien intentionnés, renseignés, qui venaient prendre les choses importantes, tout ce qui pouvait rester de mobilier. Et puis après, on s'est attaqué aux éléments de sculpture. Après, on s'est attaqué aux cheminées. On s'est attaqué au parquet, au dallage. Et puis après, comme il n'y avait plus rien, après, c'était les squatteurs, c'était les taggeurs, c'était le pillage gratuit et les détériorations gratuites. Voilà. Et puis l'État, donc finalement, sous la pression d'une association extrêmement virulente, qui a pendant 15 ans mené un combat acharné pour faire inscrire le château, pour le faire classer et ensuite faire exproprier les propriétaires. Ce qui est quand même très très rare. Et là, c'est un hommage que je rends à cette association qui se sont battus, mais bec et ongles, contre, je le dis, mais sans aucune... Je veux dire, un laxisme à l'époque, à la fois des pouvoirs publics, de l'État, qui se disaient, bon, on ne peut pas faire grand-chose, d'abord parce que ce château n'étant pas classé, vous le savez, s'il n'y a pas une plainte du propriétaire, on ne peut rien faire. Donc il n'y avait pas la loi de 1913 qui pouvait faire référence en l'occurrence. Donc on a inscrit Bridoire, ensuite on l'a classé, et ensuite l'État a exproprié les propriétaires. L'État s'est trouvé un peu embêté parce qu'il a fallu faire un certain nombre de travaux. Ces travaux ont été coûteux. Il y a eu 600 000 € à l'époque d'engager dans la restauration lourde de Bridoire. Et puis ensuite, ils n'ont pas touché à l'intérieur parce qu'ils jugeaient que s'il y avait le clos et le couvert, ce n'était pas utile de s'occuper de l'intérieur tout de suite. Et tout de suite, l'État recherchait un repreneur. Donc il y a eu un appel d'offres auquel on a souscrit. Mais on était en concurrence avec un promoteur immobilier qui, sous prétexte d'avoir fait intervenir à l'époque un architecte en chef pour accréditer les quelques 250 logements qu'il voulait établir dans le parc, pour se donner bonne conscience. Mais l'État, vous voyez, n'a pas été dupe et l'État nous a choisis. Effectivement, on a répondu à l'appel d'offres. On a signé en septembre 2011, on a ouvert Bridoire le 1er juillet 2012. On a eu 40 000 visiteurs la première année
Et maintenant, on dépasse les 50 000 visiteurs. On a dépassé notre voisin prestigieux de Montbazillac. Donc voilà, comment dirais-je, c'est une recette tout à fait artisanale, tout à fait familiale, qu'on a fait sans gros budget, mais simplement par le fait qu'il y a eu tout de suite une sympathie énorme pour Bridoire. Les gens sont venus. Voilà. C'est ce qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé ensuite. Donc il a fallu effectivement restaurer tous les décors intérieurs. Pardon ? Ah oui, d'accord. On est sur le grand salon. Voilà. Donc là, Lancelot a mis les photos avant-après. Après nettoyage, quand même, je précise, parce que les photos avant n'étaient pas dans l'état où je les ai prises en 2011, à la fin de l'année 2011. Il y avait en plus, vous imaginez, des matelas, des monceaux de canettes de bière, de bouteilles de vin cassées, des projections sur les murs, etc. etc. Et donc, on a fait d'abord un gros déblaiement. Le déblaiement, pour vous situer, c'était à peu près l'équivalent de 25 mètres cubes d'ordures, de choses absolument incroyables qui ont été rapportées à Bridoire, qui, je vous le dis très, très sincèrement, n'avaient aucune valeur archéologique, hein, ça c'est certain. Et ensuite, on a attaqué la restauration intérieure. Comme l'intérieur du château a été classé en même temps que les extérieurs, il fallait respecter le fameux cahier des charges de l'État, en l'occurrence le choix qui avait été fait par le conservateur Alain Rieu, donc de remettre les pièces dans leur état du XIXe siècle, puisque le château a été totalement restauré par la famille de Foucault, la famille de Charles de Foucault, d'ailleurs, vous savez, notre ermite du désert, là, le père de Foucault. Et donc, entre les années 1860 et 1880, tout le décor intérieur a été refait à Bridoire, vous allez voir, avec des grosses consonances et des grosses allusions à l'époque monarchique que nous avons frôlée à l'époque avec le retour du comte de Chambord. En l'occurrence des fleurs de lys, il y a à peu près 400 fleurs de lys sur tous les plafonds de Bridoire, puisque ce bon marquis de Foucault, outre le fait qu'il était Action française, était un royaliste convaincu. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Bridoire, qui est assez croustillante d'ailleurs. Et voilà, je me suis amusé. Je ne sais pas si on a des photos de la salle à manger. Oui, montre la salle à manger, Lancelot. Voilà, vous voyez la salle à manger. Quand vous voyez les intervalles bleus qui sont sur les voûtes du plafond, vous avez une multitude de fleurs de lys. Vous en avez à peu près 80 par travée. Il doit y avoir à peu près une quarantaine de travées. Donc toutes les fleurs de lys avaient été cassées copieusement. Donc il a fallu faire des moulages et les reposer. Ça, c'est un petit jeu auquel je me suis amusé, que j'ai fait avec mon échafaudage, mais c'était très sympathique. Et puis après, il a fallu trouver la patine, voilà, pour remettre. Donc on avait des éléments de décor restants qui n'avaient pas été totalement mutilés, qui nous ont servi de point de départ pour les quelques 12 artisans qui ont œuvré entre le mois de septembre et le mois de juin, donc 2011-2012. Pour recréer et refaire les boiseries, les parquets, les décors, les patines et tout le décor, la tapisserie également, tout le décor intérieur du Marquis de Foucault, bon, pour retrouver les années 80. Alors, on s'est permis en plus... tu veux peut-être passer la totalité des pièces en même temps, comme ça, voilà. Je défie. Voilà. On a aussi une expression que j'affectionne beaucoup, on a cultivé l'éclectisme dans la décoration. Alors je ne sais pas si ça va plaire à mon ami Jean-Jacques Gaultier, mais on a voulu, si vous voulez, tant dans les cuisines que dans le salon, mélanger un petit peu les styles. Le décor a été respecté scrupuleusement par rapport au fait qu'il soit classé, mais pour l'ameublement, on a choisi, si vous voulez, un mélange un petit peu de toutes les époques. Alors, il y a beaucoup de Napoléon III, il y a un billard Charles X, il y a un salon Napoléon III, il y a une commode d'époque Régence, pourquoi pas. On a considéré, si vous voulez, on a fait à peu près le même choix à La Ferté, on a considéré que cet éclectisme, qui n'est pas toujours très orthodoxe, je vous l'avoue, mais permet de faire ressortir, de mettre en exergue ce côté maison de famille qui est extrêmement important.
parce que finalement, Bridoire, comme La Ferté, comme toutes les maisons, ont été habitées à toutes les époques. Donc, vous voyez, quand on a, par exemple, je fais une petite parenthèse avec La Ferté-Saint-Aubin, on a de merveilleuses cuisines qu'on a restaurées grâce à un inventaire après décès de 1756. Et quand, un beau jour, il y a une quinzaine d'années, quand on avait fini les restaurations, on a une escouade d'inspecteurs généraux des monuments historiques qui sont venus visiter La Ferté. Ils sont rentrés dans les cuisines qu'ils ont trouvées très belles. Et ils ont dit en partant, ils m'ont dit, mon vieux, vous avez eu de la chance de trouver des cuisines dans cet état-là. Donc j'ai pris ça pour un compliment, compte tenu qu'il n'y avait plus de cuisine du tout. Voilà. Mais on est parti de cet inventaire. Comme quoi les dossiers comment dirais-je, d'archives sont extrêmement importants. Et le plus important pour nous, je dirais restaurateurs amateurs, c'était le fait d'avoir un descriptif des lieux, un état des lieux, qui permet vraiment d'abord de faire je dirais, c'est un peu prétentieux de ma part, mais presque un travail d'archéologue, c'est-à-dire de remettre les choses à leur place. Et puis après, peut-être de prendre une certaine liberté, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux objets, par rapport à quelques éléments mobiliers. On a osé, vous voyez, par exemple, à La Ferté, mettre un piano de 1870, un piano en fonte, comme on voit dans toutes les belles cuisines de château, avec les cuivres, les bains-maries, etc. Mais avec un petit dosseret en faïence de Gien du 19e siècle, parce que ces cuisines, outre le fait qu'elles soient 17e, elles ont vécu, elles se sont éteintes à la fin du 19e siècle. Donc je trouve que c'était touchant quand même de marquer en même temps l'évolution de la cuisine. Alors on s'est arrêté évidemment à la fin du 19e siècle, ce qui paraît bien logique. Hein. On n'allait pas mettre des buffets en formica des années 50, c'était pas le but. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que Bridoire, on a travaillé aussi un petit peu dans cet esprit-là. Là, vous avez... Est-ce que tu veux remettre une photo de la cuisine ? Voilà, la cuisine, vous voyez les sols, on ne se rend pas compte, mais il manquait la moitié du dallage. C'était des petits carreaux en 10-10. En 12-12 pour être précis, très épais, en terre cuite vraiment de la région, que j'ai eu toutes les peines du monde à récupérer. J'en ai récupéré un lot, c'était des carreaux du XVIIIe siècle, que j'ai payé une petite fortune, mais il a fallu que j'explique à mon maçon, avec lequel j'ai travaillé, là, il y a une photo, là, on est en train de reposer du dallage, je ne l'ai pas lâché 5 minutes, parce que le problème, c'est que ces gars-là sont habitués à travailler avec des lasers, ce qui est absolument épouvantable. Je vais vous citer une petite anecdote. J'ai le bonheur d'avoir comme ami Frédéric Didier, qui est l'architecte en chef de Versailles, et que j'ai eu comme jeune stagiaire archi à Saint-Fargeau, au début de la restauration de Saint-Fargeau. C'est un garçon fort sympathique, et on a gardé des liens d'amitié. Mais je lui ai fait un reproche, par contre, parce que quand la cour de marbre a été restaurée, et notamment quand ils ont démonté et reposé les pavés de la grande allée, vous savez, qui va de la grille à la cour de marbre, il y avait, depuis 3 siècles, des traces des passages des carrosses. Il y avait un espèce de mouvement irrégulier que peu de gens peut-être ont perçu, si ce n'est des touristes japonaises qui se sont tordus les chevilles, mais après tout, les responsabilités civiles, les assurances servent à ça. Je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas... Je trouve que cette arrivée à Versailles, avec les pavés, a été sabotée. Sabotée parce que tout a été tiré au trait, au laser. On a un truc absolument parfait. Effectivement, vous allez me dire, comme au début du XVIIe siècle, lorsque Louis XIV avait fait faire cette avenue. Mais si vous voulez, je fais partie peut-être des inconditionnels de la patine des choses et aussi comment dirais-je, de l'usure du temps. L'usure du temps, c'est un mot que j'affectionne beaucoup aussi, parce que l'usure du temps, vous voyez, quand on a reposé ce dallage, on a recréé des petites cavités. On a reposé des carreaux cassés aussi, parce que c'est très important aussi. Parce qu'à une époque, on a cassé du bois dans ces cuisines. Donc, si vous voulez, c'est toute l'identité, c'est toute l'âme. Il y avait un passage par une petite porte dérobée de la cuisine où il y a eu pendant peut-être 3 siècles un passage de soubrettes et de personnel qui est passé ici. Mais je trouve que c'était touchant parce que les carreaux étaient usés, vous voyez. Donc, on essayait de refaire exactement la même chose, de recréer un peu cette ambiance. Et ça... Pour moi qui essaye d'œuvrer à ma manière pour la restauration intérieure des châteaux ou extérieure, c'est très, très, très important de conserver la patine des choses. Alors, qu'est-ce que je parle beaucoup, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans les temps déjà ? Voilà, est-ce qu'on est dans les temps, Jean-Jacques ? Vous êtes tout à fait dans les temps, mais peut-être que déjà votre intervention peut susciter des questions. En tout cas, moi j'ai été très sensible à votre argumentaire basé sur évidemment l'inventaire de 1756, si ma mémoire est bonne, concernant La Ferté, qui vous a permis de donner l'impression justement aux inspecteurs des monuments historiques que tout était déjà là en place. Voilà. Alors ça évidemment c'est la base même d'une démarche scientifique
qui permet de justifier toute intervention de ce type, à la fois parce qu'on retrouve des éléments équivalents et aussi parce qu'on arrive en réalité à mettre les pas dans une évocation tout à fait vraisemblable. C'est important. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut me poser des questions à mon fils ou à moi-même concernant ce que je viens de vous dire. Je peux continuer, je suis intarissable, hein, donc il faudra m'arrêter. Mais si vous avez des petites questions à poser, savoir comment on est arrivé là, si des choses particulières, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le... Madame. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais justement savoir pour Brédoire, à partir de quel document vous étiez basé? Ce sont des photos, ce sont des testaments? Non, alors on s'est basé, il n'y avait aucune photo, enfin des photos on les a eues après, mais très très peu d'ailleurs, très peu de photos intérieures. On est parti sur les éléments restants qui avaient échappé au pillage. C'est-à-dire par exemple dans la salle à manger, il restait quelques éléments de boiserie qui étaient encore intacts. Donc finalement... nos ébénistes ont fait du copier-coller. C'était pas très difficile, si vous voulez, mais c'était un gros boulot. Voilà. Donc les parquets manquants, ben, on a fait la suite. Voilà, on est parti de là. Alors après, pour le choix des tissus, bon, j'étais pas du tout en harmonie avec mon architecte en chef qui voulait me faire mettre une toile de Jouy dans le grand salon. J'étais absolument contre. D'abord parce que toile de Jouy en Dordogne, je trouve que c'est une aberration. Donc on est parti sur des tons très chauds, des tons rouges, qui ne sont pas finis d'ailleurs parce que j'ai eu la chance de récupérer il n'y a pas longtemps dans une brocante, parce qu'on fait beaucoup de brocantes, c'est très important pour nous, une très belle passementerie Napoléon III dans les tons rouges. Je vous montrerai la photo Jean-Jacques tout à l'heure. Là. Ça vous fera plaisir. Voilà. Et si vous voulez, on peut finalement mettre un tissu neuf au mur quand on n'a pas les moyens d'acheter une broderie à Lyon, une soirée de Lyon, etc., ou des choses très, très, très chères et très compliquées. On peut partir sur un ton neutre, un ton uni par exemple, et le rehausser par contre avec des vraies choses. Là, j'ai eu beaucoup de chance en allant faire un déballage de brocante au Mans. Vous savez, il y a des gros déballages professionnels. Pour nous, c'est intéressant. Et j'ai racheté un lot de passementerie, de brodequins, de rideaux qui venaient d'une grande maison en velours frappé, en velours gaufré, Napoléon III, absolument exceptionnel. Ça m'a permis d'équiper toutes les fenêtres du salon, du grand salon et du billard. Et bien vous savez, rien que ça, c'était fabuleux parce que ça donnait vraiment le côté vrai à la restauration. Sinon, on aurait été très embêtés parce que qu'est-ce qu'on fait? On met le sempiternel taffetas, etc. On fait des petits effets des effets de déco. C'est sympathique, si vous voulez, mais rien ne vaut, et je m'en suis rendu compte en vieillissant, rien ne vaut le vrai, rien ne vaut vraiment des choses anciennes, voilà, qui contribuent, si vous voulez, à l'authenticité d'un lieu. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi, j'avais une petite question. Ah, pardon. Lorsque vous avez récupéré le château, est-ce qu'il était vide ou partiellement meublé? Alors, le pillage a commencé en 1979, il a duré 22 ans, comme je vous l'ai dit. Donc au départ, quand la porte a été fracassée, il y a d'abord eu évidemment des gens bien intentionnés. Je soupçonne même certains voisins avec lesquels je suis devenu ami, mais qui n'ont pas voulu me faire entrer dans certaines pièces. Bon, il y a eu effectivement des choses importantes, mais il n'y avait pas un mobilier somptuaire. Vous savez, c'était une maison de province en Dordogne, mais il y avait sûrement des choses sympathiques. Mais si vous voulez, dans les quelques mois qui ont suivi cette ouverture cette ouverture des portes, les choses importantes sont parties très très vite. Il y avait peu de choses. Et puis ensuite, après, c'était le pillage. Donc, si vous voulez, en mobilier, il n'y avait strictement plus rien. Quand je dis plus rien, c'est plus rien, puisque je vous dis, on est arrivé au stade de démonter les boiseries, démonter les parquets, démonter les cheminées. C'est quand même assez... À ce sujet, j'ai une petite anecdote assez croustillante. Pendant 6 mois, je me suis promené avec les cotes des cheminées manquantes. Donc j'avais fait un relevé très précis exactement de l'empattement de la cheminée par rapport aux boiseries qu'on allait reposer, puisque les marques étaient quand même dans les murs.
Et donc j'avais un petit pense-bête dans mon portefeuille, et dès que j'allais chez un marchand, aux puces, un petit peu partout, j'essayais de voir dans les cheminées ce que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé par hasard chez un brocanteur à côté de Cheverny une grande cheminée monumentale, complètement fin 19e, en noyer, qui, je trouvais, serait allée parfaitement dans le billard. Alors, tiens, fais voir la photo du billard, Lancelot. Aussi, on doit voir la cheminée, non ? Ah non, c'est de l'autre côté, je suis désolé, on n'a pas la bonne photo. Et alors, cette cheminée, on l'a reposée, et tenez-vous bien, elle est passée exactement à 1 centimètre près, exactement, entre les boiseries. Donc, c'était exactement la cheminée qu'il fallait, à l'endroit où il fallait. Et comme mon architecte en chef est revenu après, il m'a dit, tiens, c'est curieux, je me souvenais pas d'avoir vu cette cheminée dans cette pièce. Alors je l'ai fait marcher un petit peu. J'ai dit, si, on l'a retrouvée, il y avait un peu de gravats dessus, ils avaient mis des choses, etc. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que finalement, il y a encore des miracles, ça peut arriver, et on peut trouver la bonne chose pour aller au bon endroit. Ça demande pas mal de temps, mais c'est vrai que c'est quand même sympathique et réjouissant de se dire, bon, voilà, c'est le bon endroit qu'il fallait, c'est la bonne chose qu'il fallait au bon endroit. J'avais une petite question. C'est un château qui peut être habité. Donc, nous l'habitons. D'accord. Donc, du coup, vous avez dû y mettre tout le confort moderne, hein, chauffage, électricité. Tout le confort moderne, c'est un bien grand mot, mais tout le confort. Enfin, non. J'allais dire moderne plutôt, mais tout le confort, c'est un bien grand mot. Non, on a amené l'eau, l'électricité, parce que cette maison n'avait pas été habitée quasiment depuis la fin de la guerre, les années 50, quoi. Donc il n'y avait plus rien, il a fallu tout. Et puis ce qui restait de toute façon avait été arraché, donc il n'y avait plus de conduite, il n'y avait plus rien. Donc on a fait ça par tranche parce que c'était extrêmement coûteux. Et puis déjà, vous savez que maintenant, rien que pour changer de compteur électrique, il faut appeler à Perpignan et puis il faut attendre 6 mois avant d'avoir quelqu'un qui daigne venir vous voir. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a remis l'eau, l'électricité, il a fallu effectivement aussi créer des toilettes, c'était indispensable pour un lieu ouvert au public. Et nous, si vous voulez, on a... c'est un peu difficile à vous expliquer, mais le bridoir est très épais, si vous voulez. Le grand corps central est très épais, et il y a une partie, si vous voulez, il y a 2 pièces en épaisseur. Donc nous, on a aménagé la partie arrière. Donc ça ne nuit en rien pour les visites, mais ça nous permet effectivement d'être sur place et de profiter, si vous voulez, d'un beau volume de pièces. Là, vous voyez, on vient de terminer une grande bibliothèque qui fait à peu près 140 mètres carrés au sol. Et j'ai eu la chance de récupérer, en fouinant, l'ancienne bibliothèque du collège Saint-Front de Bergerac, qui était un collège jésuite. Et donc, on a récupéré une bibliothèque qui est complètement 19e, mais qui va très, très bien. Et là, je suis à la chasse aux livres. Donc, j'achète du livre pour faire du livre au maître. C'est assez facile à trouver maintenant, parce qu'on n'achète ça pas cher du tout. Et le problème, c'est les reins qui ne suivent pas. Là, c'est ça le problème. Voilà. Donc, on habite cette maison. Puis, vous savez, Duhamel a dit habiter, c'est conserver. Donc si on n'habite pas une maison, c'est pas bien. Je veux dire, voilà, il faut être sur place. Et du coup, vos rapports avec les corps de métier, vous avez tout sur place ou Non, on n'a pas vraiment tout sur place. Il peut y avoir tout sur place. Mais si vous voulez, moi j'ai toujours été un peu un cavalier solitaire et j'ai toujours eu mon petite équipe d'artisans qui me suivaient partout. Donc j'ai emmené dans mes valises mon charpentier, mon tapissier, etc., qui nous suivent depuis une quinzaine d'années et avec lesquels on a déjà fait beaucoup de travaux à la fois à La Ferté et maintenant à Bridoire. Donc si vous voulez, c'est important d'avoir un climat de confiance avec des artisans qui sont devenus des amis, qui sont quasiment tous compagnons, bien que c'est pas non plus le maître mot d'être compagnon, mais bon, il se trouve que voilà, ceux-là sont compagnons. Donc il y a une espèce de, je dirais, de camaraderie très sympathique et surtout un amour du travail bien fait. Ça, c'est très important. Moi, j'ai une dernière question. Pourquoi Bridoire? Pourquoi vous auriez pu prendre un château 0 pour le mener à 1, un château à 2 pour le mener à 3, mais un château à -10? Oui. Alors pourquoi Bridoire? Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on l'a découvert par hasard. Et puis, vous savez, cette maladie
de restauration de châteaux, d'amour viscéral pour ces châteaux. On est tombé dedans, mon frère et moi, quand on était tout petits. C'est à la fin des années 50, dans la campagne berruyère, autour de Bourges, quand on allait faire nos camps de louveteaux, nos camps de scouts, dans des maisons qui n'avaient pas bougé, qui sentaient l'après-guerre. Je ne sais pas s'il y a des gens de ma génération qui sentent ce que je suis en train de dire, mais vous savez, je dis souvent à mes enfants qui me prennent pour un dinosaure qu'on a eu la chance de connaître à la fin des années 50 les derniers sursauts du 19e siècle. Les corbillards tirés par les chevaux, mon père qui se faisait livrer son charbon avec une paire d'Ardennais. C'est vrai, quand on dit ça maintenant, ça paraît complètement aberrant, mais c'est à travers tout ça qu'on a attrapé ce virus, qui est un virus fort agréable, je vous rassure tout de suite, de cette passion des vieilles pierres. Et des vieilles pierres, si vous voulez, quand je vois une maison en péril, c'est plus fort que moi, j'ai envie de me précipiter tout de suite. Donc voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, je me mets à culpa, mais après tout, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, plus exactement oui. Espérons qu'on ne trouve pas le vaccin contre ce virus. Non, gardons-le, cultivons-le. Êtes-vous en rapport avec des gens qui ont aussi entrepris les 12 travaux d'Hercule, comme le propriétaire d'Entrecasteaux? Entrecasteaux, c'est dans le sud-est de la France. J'ai un trou de mémoire là. C'est dans le Var, parce que lui aussi, il a acheté un château qui n'était pas dans l'état où vous l'avez trouvé, le vôtre, mais il a tout repris, il a fait des travaux lui-même, mais vraiment, je vous dis, c'est les 12 travaux d'Hercule. Mais vous savez, voilà, c'est très bien ce que vous dites, parce que j'allais en parler tout à l'heure quand l'occasion serait présentée. Mais vous savez, il y a à peu près... c'est dans le Var, je crois, c'est voilà. dans le Var. Il y a des gens absolument incroyables. Et puis il fait tout quand seul. Quand je vous parlais de Saint-Bernard, il faut vraiment le mettre au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a eu des personnages emblématiques, et là je voudrais rendre hommage à Pierre de la Garde, cette fameuse émission Chef-d'œuvre en péril. Pierre de la Garde, outre le fait c'est lui qui m'a apporté cette passion des vieilles pierres. Quand je regardais tout gosse en culotte courte, cette émission qui paraît bien jaunie maintenant, bien vieillissante, mais je vous assure que des gens comme ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a eu Maurice Duton, il y a eu le Club du Vieux Manoir, il y a eu tous ces personnages emblématiques. L'abbé Le Légard, c'est le sauvetage de l'abbaye de la Lucerne. C'était un curé en soutane qui montait sur des échafaudages à 18 mètres du sol avec son seau de chaux à la main. Mais oui, voilà, ce propriétaire d'Entrecasteaux, il est ami de Jacques Garcia. Vous connaissez Jean-Jacques Entrecasteaux? Je ne vois pas du tout. Ah bon? Mais c'est un château assez grand. Bon, bah écoutez, j'irai vite sur Internet demain matin. Vous regarderez. Regardez ça, c'est dans le Var, vous me dites. Oui, là. dans le Var. Bon. Et je prendrai contact avec lui, ça me fera plaisir de voir parce que quand je vois tout ce qu'il a fait lui-même, bien sûr, il a des artisans qui travaillent pour lui, mais c'est lui qui dirige tout et qui travaille, je dis, presque jour et nuit. Mais oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Bon, ceci dit, c'est pas non plus un sacerdoce. C'est une passion dévorante, mais fort agréable. Voilà, c'est ça. Nous, on ne fait pas partie ni des châtelains pleurnichards, ni de ceux qui vont dire « Oh là là, toujours en train de se plaindre ». Là, c'est carrément pénible. Donc nous, voilà, on est heureux. Je pense que mon fils est heureux aussi de faire ce qu'il fait, parce que, écoutez, si on n'est pas heureux dans la vie à faire ce qu'on fait, il faut faire autre chose, voilà. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer... Merci beaucoup Jacques, merci Lancelot. C'était un témoignage très intéressant donc sur cette façon d'aborder le remeublement des châteaux quand on est un châtelain privé et qu'on n'a pas forcément les réserves du mobilier national pour pouvoir puiser dedans. Hélas non. Ce qui ne va pas être le cas pour les deux interventions qui vont se succéder. Et nous allons parler maintenant donc, du cas du château de Saché avec Isabelle Lamy. Alors nous allons continuer sur le cas du château de Saché. Isabelle Lamy est responsable du musée Balzac au château de Saché depuis 8 ans déjà, dans la continuité de l'œuvre du fondateur du musée qui est M. Paul Métadier, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Isabelle Lamy s'attache à renforcer l'identité balzacienne du lieu et à en favoriser son rayonnement, notamment à travers des collaborations avec diverses institutions, des groupes de recherche, des musées, des bibliothèques. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Alors, merci infiniment de votre invitation. Nous sommes vraiment ravis d'être présents ce soir. Je dis nous parce qu'il y a également Sophie Coulon qui est présente, directrice de la culture au Conseil général d'Indre-et-Loire, et Monsieur Métadier, fondateur du musée Balzac. Alors, pourquoi un musée Balzac à Saché ? Le musée Balzac Château de Saché est un musée qui appartient au Conseil général d'Indre-et-Loire depuis 1958. C'est un château qui est un logis de la Renaissance, situé au cœur de la Touraine, à 7 km d'Azel-Rideau. Il a été mis au goût du XIXe siècle par son propriétaire de l'époque, Jean et Anne Margonne, enfin le couple des Margonne. Et ces derniers recevaient assez régulièrement Honoré de Balzac, l'écrivain tourangeau, donc né à Tours en 1799, et qui a passé toute son enfance en Touraine avant de devenir parisien à partir de 1814. Alors le romancier, une fois parisien, a gardé un bon souvenir de sa région natale et a pris l'habitude de revenir régulièrement en Touraine. Et l'un de ses points de chute, en quelque sorte, était Saché, où il a fait une dizaine de séjours entre 1825 et 1848. Séjours au cours desquels il a pu travailler sur un certain nombre d'œuvres, une dizaine d'entre elles. On compte notamment le manuscrit du Père Goriot, les 40 premiers feuillets d'Illusions perdues, des corrections sur César Birotteau, mais aussi Louis Lambert, Maître Cornelius. Donc une dizaine d'œuvres qui ont été écrites à Saché en partie. Et par ailleurs, Saché a été le cadre idyllique où Balzac a situé l'intrigue du roman Le Lys dans la vallée. Donc c'est également un roman extrêmement important pour le musée Balzac à Saché. Alors ce musée Balzac est un musée ancien, une maison littéraire assez ancienne, puisqu'il a été créé en 1951 par Paul Métadier. C'était donc un musée privé. Paul Métadier était propriétaire de ce château depuis... Enfin, c'est son père, en fait, qui en avait fait l'acquisition en 1926. Et c'est donc le fils, Bernard Paul, pour être précis dans les prénoms, qui a eu l'idée d'y créer un musée, ce qu'il a fait juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut vraiment s'imaginer le château, justement, vide, comme à Bridoire, puisque pendant la guerre, le château est occupé par les Allemands. Et là, il y a tout un travail de reconstitution d'atmosphère qui a été fait par Monsieur Métadier. Le château a été donné au Conseil général en 1958, mais Paul Métadier en est resté le conservateur pendant plus de 50 ans, jusqu'au début des années 2000, et encore aujourd'hui, nous travaillons régulièrement ensemble. Sa présence ce soir en atteste. Alors, il faut revenir un petit peu sur l'histoire, justement, de ce musée et l'œuvre de Paul Métadier. Le château de Saché est un château qui posait évidemment des problèmes de structure, qui posait des problèmes de conservation. Donc, je passe assez rapidement sur ces questions-là, qui ont été résolues au fur et à mesure, en particulier dans les années 60 et au début des années 70. Et au-delà de cela, il y a eu tout un travail de collectionneur qui a été fait par Monsieur Métadier, qui a fait l'acquisition personnellement de 60% des collections du musée pour en faire don au Conseil général d'Indre-et-Loire. Ce qui a donc permis de créer un musée labellisé Musée de France depuis 2002. Et au-delà de ces questions de collection, pour faire vraiment de ce lieu un musée consacré à Honoré de Balzac, il y a eu également un travail de restitution d'atmosphère de l'intérieur du château tel qu'il pouvait être au XIXe siècle et tel que Balzac avait pu ressentir dans ce château. Donc, Monsieur Métadier, dont vous voyez le buste ici, a fait ce travail de restitution d'atmosphère en essayant justement d'avoir des intérieurs assez cohérents, un peu dans l'esprit des propriétaires du château de Bridoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas forcément d'être centré sur
une époque particulière au XIXe siècle, mais on était sur une période plus large, sur tout le XIXe siècle, pour aussi voir la façon dont ce château avait pu vivre tout au long du XIXe siècle. Alors, dans les principales salles qui sont aujourd'hui meublées et qui l'ont été au fur et à mesure de l'ouverture du musée au public, vous avez une pièce magistrale qui est le grand salon, qui présente un papier peint en trompe-l'œil d'origine, dont vous avez ici une reproduction. Ce décor a été intégralement conservé, préservé, malgré justement l'histoire un peu tumultueuse du château au XXe siècle. Et ce papier peint est vraisemblablement une production de la manufacture Jacquemart et Bénard de 1805-1810. Ça, c'est une attribution assez récente. Hein. On a rencontré d'ailleurs avec Jean-Jacques Gauthier récemment Véronique Delahougue, conservatrice au département des arts décoratifs, au musée des arts décoratifs, qui nous a plutôt rapproché de cette piste en fonction d'échantillons qui sont conservés au musée des arts décoratifs. Alors ce papier peint a été vraiment le décor à partir duquel Paul Métadier a pu commencer à partir de 1946, même avant l'ouverture officielle du musée, à disposer quelques meubles pour essayer de recréer cette atmosphère. Et vous voyez donc le grand salon en 1946 ici, ici en 1951, donc on a déjà une plus grande densification qui se fait, et on est sur des meubles qui vont à la fois de la période Empire jusqu'à la période Napoléon III, de manière à créer une atmosphère générale du XIXe siècle dans ce grand salon. Là, c'est une photographie qui avait été prise pour un reportage photo dans Jour de France en 1959 avec une actrice qui posait spécialement dans le grand salon. Et alors, vous voyez, on a un tapis dans ce salon en 1959 qui est complètement différent de celui que vous voyez ici au milieu des années 70. Et ce tapis, au milieu des années 70, montre bien que M. Métadier a fait en sorte d'ameubler ce salon en fonction de ses acquisitions personnelles, mais également en fonction des opportunités qui se présentaient. Et ce grand tapis magnifique est en fait un dépôt du mobilier national. Et donc notre histoire avec le mobilier national a commencé précisément en 1973. C'était un dépôt tout à fait exceptionnel à l'époque, hein, et le tapis a trôné dans ce salon pendant 30 ans. Et voilà donc le salon tel qu'on pouvait encore le découvrir il y a quelques mois. Voilà, avec toujours ce grand tapis. Je reviendrai tout à l'heure sur le tapis. Je vous montre une seconde pièce. Alors là, c'est la salle à manger. La salle à manger, c'est une pièce très, très importante également, juste à côté du grand salon. Là, vous la voyez dans les années 70. À l'époque, on n'avait pas encore découvert un papier peint des années 1805-1810 également, vraisemblablement, mais plutôt de la manufacture Zuber de Rixheim, tout simplement parce qu'on avait à cette époque, donc encore dans les années 70, une tenture qui masquait en fait le papier peint en arrière-plan qui était qui était conservé sur l'un des murs. Et voilà donc le papier peint qu'on avait juste en dessous et qui a été la base d'une reconstitution faite en 1985. Et la pièce a été classée monument historique en 1983. Donc là, c'est vraiment Paul Métadier qui a été l'architecte de cette reconstitution d'un décor contemporain des séjours de Balzac à Saché et qui a donc été reconstitué dans l'ensemble de la pièce, avec un décor de type néoclassique, une frise pompéienne qui présente une scène de festin qui a pu d'ailleurs inspirer Balzac pour la description du salon de la pension Vauquer dans le Père Goriot, dont le manuscrit a été écrit à Saché. Mais je ne développe pas sur ce point. Donc là, vous avez vu une vue justement en arrière-plan de la salle à manger.
Et puis juste devant, le vestibule qui distribue à la fois le grand salon et la salle à manger, tels qu'on pouvait les voir encore il y a même quelques semaines. Et donc dans le vestibule, là on a un décor qui a été reconstitué cette fois-ci en 2001, mais à partir de motifs de papier peint qui n'étaient pas assachés. On n'avait aucune trace en fait du décor qui ornait cette pièce intermédiaire. Et là, M. Métallier a souhaité en fait faire un clin d'œil à Georges Sand, puisque ce papier peint réalisé par l'atelier Dauphard, qui est un atelier tourangeau assez fameux de réalisation de papier peint à l'ancienne, a travaillé à partir de motifs retrouvés dans la maison de Georges Sand à Nohant au cours d'une campagne de restauration dans les années 90 sous le papier bleu d'une des chambres de Georges Sand. Donc le papier bleu que vous avez à droite date des années 1870 et celui qui est à gauche date du XVIIIe siècle. Dernière pièce meublée du château, la chambre de Balzac, la chambre qui lui était réservée à l'occasion de ses différents séjours à Saché. Alors là, vous avez une photographie qui date des années 60, où on voit un papier peint, cette fois-ci à motif de feuilles de chêne, qui est un papier peint daté plutôt de la fin du XIXe siècle. Et au cours du XXe siècle, et en particulier à partir des années 70, on a voulu essayer de reconstituer un papier peint qui soit plus contemporain de la période des séjours de Balzac à Saché. Et on a finalement reconstitué ce papier peint au début des années 90, qui s'appuie sur des motifs retrouvés justement derrière le lit de la chambre de Balzac. Et je reviendrai tout à l'heure sur les meubles de cette pièce. Alors, la collaboration aujourd'hui avec le Mobilier National s'inscrit vraiment dans la continuité de l'œuvre de Bernard-Paul Métadier. Une rencontre a été cruciale pour nous, c'est celle de Jean-Jacques Gaultier, qui est venu au départ pour faire le récolement du fameux tapis du Grand Salon. Donc c'était en mars 2013, et il a pu constater à cette occasion que ce grand tapis était dans un état extrêmement fragile, et a été prise alors la décision de nous retirer ce tapis. Mais je dirais qu'on n'y a pas tellement perdu au change, puisqu'on a découvert à cette occasion que Jean-Jacques Gaultier avait une passion immodérée pour Honoré de Balzac, et qu'à ses heures perdues, il relisait plusieurs fois la Comédie humaine. C'est le propre des Balzaciens, de relire plusieurs fois. Une fois ne suffit pas. Et il la relisait en annotant d'ailleurs en marge les meubles qui pouvaient correspondre dans les réserves du Mobilier National. Et cela depuis plusieurs années, n'est-ce pas Jean-Jacques ? Oui, tout à fait, une grande honte. Donc pour nous, c'était quand même une chance inouïe, inespérée. Et petit à petit a émergé l'idée qu'on pourrait mettre en dépôt à Saché des meubles appartenant au Mobilier National. Et deux objectifs en fait ont guidé cette collaboration. D'une part, celui de restituer un ameublement au plus proche de la période des séjours de Balzac à Saché. Donc là, on a choisi de resserrer sur le deuxième quart du XIXe siècle, et également d'avoir un ameublement qui soit représentatif aussi de la fortune considérable des hôtes d'Honoré de Balzac, Jean et Anne Margonne. Et le deuxième objectif, et là c'est une grande première pour le Mobilier National, c'est d'évoquer plus largement l'œuvre de Balzac à travers l'ameublement, et en particulier le roman Le Lys dans la vallée. Voilà, c'était l'introduction, c'était un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Alors, tout à l'heure on parlait des sources disponibles. Donc le premier objectif, c'était d'avoir une véritable restitution historique
de la période des séjours de Balzac à Saché à travers l'ameublement. Alors, les sources historiques à Saché, elles sont assez minces. Nous n'avons pas d'inventaire après décès de Jean Margonne, qui est décédé en 1858. En revanche, on a d'autres documents qui nous renseignent sur la fortune de Jean Margonne, des déclarations de succession. On a également un inventaire des biens du grand-père des Margonne, qui date de 1802. Et lui-même habitait le château de Saché, donc on a quand même quelques éléments de mobilier, mais c'était en 1802, avant que les Margonne habitent le château. Et puis on a aussi un inventaire du mobilier que possédaient les parents de Jean Margonne. Donc là, ça nous donne un petit peu plus d'éléments sur l'histoire des Margonne, qui étaient en fait issus d'une famille de riches négociants d'Étamines, et qui ensuite ont consolidé leur fortune à travers des investissements fonciers. Par ailleurs, les papiers peints que je vous ai présentés tout à l'heure nous donnent quand même des indices sur la fortune considérable de ces propriétaires qui n'hésitaient pas à être à la mode parisienne dans leur château tourangeau. Et puis nous avons également conservé une ménagère en vermeil qui est aujourd'hui exposée à Saché et qui appartient à des héritiers des Margonne. Alors, dans les choix qui ont été réalisés, on a donc choisi de présenter des meubles exclusivement antérieurs à 1850, avec une prédilection pour les meubles des années 1830, à la jonction donc entre les meubles Restauration et les meubles Louis-Philippe, et avec la possibilité évidemment d'avoir aussi des meubles Empire, des meubles du XVIIIe siècle, qui évoquent l'histoire de la famille des Margonne. Donc on a par exemple fait l'acquisition récemment d'un métier à broder de l'époque Empire. Nous avions déjà dans nos collections, par exemple, une paire de bergères du XVIIIe siècle. Et puis, on a le mobilier national, qui nous a mis en dépôt deux chaises Louis XIV qui sont maintenant installées dans la salle à manger. Et parmi les meubles qui ont été prêtés par le Mobilier National, c'est vrai qu'on a hérité de meubles, enfin c'est un prêt pour 5 ans, mais renouvelables, qui ont une histoire vraiment prestigieuse, souvent commandée par Louis-Philippe auprès des ministres de renom. Alors c'est le cas de chaises, de 5 chaises estampillées Louis que vous avez sur la photographie de gauche. L'écran de cheminée donc fonctionnera avec ces chaises dans le grand salon. Elles ne sont pas encore installées parce qu'elles sont actuellement chez le tapissier. Elles ont été restaurées auparavant. Et tout sera vraiment installé pour le 1er avril. Et puis, on a également eu en dépôt 6 chaises estampillées Louis Bélanger qui ont également fait l'objet d'une restauration et d'une nouvelle couverture avec un cuir qui a été choisi. Voilà. Et on a aussi ce magnifique meuble de style boule réalisé par Alphonse Jacob Desmalter en 1834, qui avait été réalisé pour le château des Tuileries. Et pour nous, ce meuble boule est très important en relation avec Balzac. Balzac évoque très régulièrement dans son œuvre boule, et puis il avait également une prédilection personnelle pour les meubles boule. On a notamment dans la correspondance de Balzac trace de recherche d'acquisition de meubles boule, notamment à Tours, chez des antiquaires tourangeaux, pour faire plaisir à Madame Anska, mais là c'est une autre histoire. Alors, on souhaitait vraiment évoquer la vie de château au sein du grand salon de la salle à manger. Donc, on est parti aussi de lithographies des années 1830, comme celle de Eugène Lamy, qui s'intitule justement La vie de château, où on a un peu l'ambiance qui pouvait régner dans ce lieu. Ici, on voit justement un métier à broder, une femme qui écoute en même temps quelqu'un raconter une histoire. Et là, on est vraiment dans l'ambiance
de ce qui pouvait se dérouler à Saché, puisque Balzac avait aussi cette habitude de raconter les intrigues de ses œuvres en cours. Ça s'est vraiment rapporté par des témoignages indirects, et ça se passait chez les Margonne à Saché, ça se passait assez couramment aussi à Paris. Donc là, vous allez voir des photographies de l'aménagement en cours, puisque, je vous l'ai dit, il sera vraiment finalisé le 1er avril. Donc, dans ce grand salon, on a choisi de mettre en place un espace de discussion, un espace de lecture qui soit près de la cheminée. On retrouve les 2 bergères que je vous ai montrées tout à l'heure, et les chaises que vous avez au premier plan vont être remplacées prochainement par les chaises estampillées Louis. On a par ailleurs un espace pour prendre le thé, qui a été mis en place, avec là 2 chaises, une bergère gondole et un fauteuil gondole, qui sont des dépôts du Mobilier National, et puis un guéridon qui, lui, faisait partie de nos collections. On a également un espace réservé à la broderie, donc un espace plus féminin, avec à l'arrière-plan un lit de repos mis en dépôt par le Mobilier National. Et puis des espaces de jeu avec une très belle table tric-trac mise en dépôt par le Mobilier National et qui fait vraiment référence aux habitudes de Balzac à Saché, qui notamment avait l'habitude de dépouiller Jean Margonne au tric-trac. Là, je reprends une expression qu'il a dans sa correspondance. À une occasion de ses venues à Saché, il écrit au préalable à Jean Margonne et il lui dit qu'il se fait une fête de ses 2 jours de congé à Saché. Je compte vous dépouiller de 1,50 franc au tric-trac et de 100 fiches au whist. Alors le whist, c'est un jeu de cartes et on a donc une table de jeu de cartes qui était également déjà dans nos collections. Alors dans la salle à manger, là le choix a été de présenter vraiment la table en train d'être redressée, avec la ménagère des Margonne qui est présentée au centre de la table, un service de table signé Le Bon Halais, qui est un dépôt de la Société archéologique de Touraine, qui est également une source précieuse pour nous du point de vue des collections, et qui fait donc référence au dîner et au déjeuner qui pouvaient être servis à Saché et auquel Balzac fait référence. Il apprécie notamment le bon vin de Vouvray qu'on lui sert à Saché. Alors le vestibule a été transformé en pièce d'introduction, introduction à ces 2 salles, le grand salon, la salle à manger, introduction à la fois historique mais thématique. On va y trouver en fait une galerie de portraits, des portraits de Balzac sculptés par des artistes tourangeaux de la fin du XIXe siècle à l'occasion des fêtes du centenaire de la naissance de Balzac, et également des portraits des gouvernants. À l'arrière-plan, vous avez un portrait de Napoléon Ier dont Balzac était un fervent admirateur. Mais également, vous avez ici Louis XVIII sur la console, un portrait peint cette fois-ci de Louis-Philippe, enfin voilà, ce sont vraiment les gouvernants qui ont enfin, toute la comédie humaine en fait se déroule les intrigues se déroulent sous le gouvernement de ces différents personnages. Alors, le deuxième objectif était d'évoquer l'invention poétique de Balzac à travers l'ameublement, et c'est là où on a été particulièrement investi. Et c'est vrai que c'était tout à fait stimulant de se dire qu'on allait essayer de faire parler ces meubles d'une manière littéraire. Alors, la source principale que nous avons exploitée, c'est le roman Le Lys dans la vallée. Dans Le Lys dans la vallée, Balzac évoque le château de Clochegourde, dont les propriétaires sont le comte et la comtesse de Morsauf. Et ce roman, l'intrigue de ce roman se déroule dans la vallée de l'Indre, sur la commune de Saché. Donc on a vraiment un parallèle très tentant qui peut être fait entre le château de Clochegourde et le château de Saché. D'autant que Balzac s'est inspiré de l'architecture et de l'emplacement géographique de 2 châteaux voisins de celui de Saché
pour créer celui de Clochegourde. Ça, il le dit dans sa correspondance et il nous donne des indices également qui nous permettent de voir qu'il s'agit à la fois du château de la Chevrière et du manoir de Vonne, situé à proximité du château de Saché. En revanche, il ne faut pas tomber dans le travers de penser que les propriétaires du château de Clochegourde dans le roman, monsieur et madame de Morsauf, sont des copies, des répliques de Jean et Anne Margonne, même si on peut trouver évidemment des points communs, notamment dans la façon de gérer le domaine de Clochegourde. Il y a des parentés évidemment qui peuvent être faites. Alors, Balzac va nous faire une description assez minutieuse de l'intérieur du château de Clochegourde. Et à travers cette description, il va pouvoir révéler vraiment l'histoire de ces personnages à travers la description de l'environnement matériel. Et Jean-Jacques, je pense que vous vouliez dire quelque chose peut-être là-dessus, sur la façon dont l'ameublement peut révéler l'histoire de ces personnages, peut être symbolique, peut être... Oui, on a eu quelques difficultés effectivement à recréer un peu cette ambiance d'ameublement, car il faut avoir en tête que Balzac a une façon de travailler qui lui est propre, d'une part, et que d'autre part, il a toujours une vision rétrospective dans ses descriptions. C'est-à-dire qu'en se basant sur le Lys dans la vallée, il décrit une action qui se situe sous le règne de Louis XVIII, c'est-à-dire entre 1814 et 1824, plus exactement autour de 1819-1820. Et il décrit donc des intérieurs qui sont là avec déjà une profondeur chronologique importante, puisqu'il décrit des intérieurs qui sont 18e et conservés sous la Restauration. Mais comme il écrit en 1835, et évidemment, comme c'est un amateur d'art, comme c'est quelqu'un qui a le goût antiquaire, comme l'on disait à cette époque, il a cette sensibilité et il met en évidence des noms comme Boulle, des objets assez extraordinaires que l'on recherchait dans les années 30, mais qui, dans les années 1820, n'intéressaient pas vraiment grand monde. Et ça, c'est toujours un exercice de style très important, de pouvoir évoquer ces appartements décrits par Balzac avec cette double profondeur chronologique, à la fois celle qu'il veut donner et celle qu'il suggère pour séduire ses lecteurs, qui sont eux aussi des gens qui sont sensibles au retour au style historique et au retour du monde de la curiosité dans les années 1835 et 1840. Alors pour ce qui est du salon, on est vraiment parti de la description de Balzac que je vais vous lire maintenant. Alors, il faut savoir que la table de tric-trac, du coup, matérialise dans le roman la scène d'une rivalité entre le comte de Morsauf et Félix de Vandenesse. Et le métier à broder, quant à lui, prend une dimension également très symbolique, de même que des housses de siège qui sont mentionnées. Là, cette fois-ci, ces deux éléments racontent la fortune déchue des Morsauf à travers l'activité quotidienne de la comtesse qui est occupée à reprendre les tapisseries de ces sièges anciens. Donc je vous lis cet extrait. Le salon où restait la comtesse était entièrement boisé, peint en gris de 2 nuances. La cheminée avait pour ornement une pendule contenue dans un bloc d'acajou surmonté d'une coupe et 2 grands vases en porcelaine blanche à filets d'or d'où s'élevaient des bruyères du Cap. Une lampe était sur la console. Il y avait un tric-trac en face de la cheminée. 2 larges embrasses en coton retenaient les rideaux de percale blanche sans franges. Des housses grises bordées d'un galon vert recouvraient les sièges et la tapisserie tendue sur le métier de la comtesse disait assez pourquoi son meuble était ainsi caché. En fait, la dernière phrase veut dire tout simplement que la comtesse est dans un état de dénuement assez prononcé, laissé ainsi par son mari, et qu'elle est obligée de réparer elle-même les broderies de ses sièges, de là les housses qui sont laissées sur les sièges. Voilà, donc là vous voyez que le tric-trac, le métier à broder à l'arrière-plan ici, prennent tout de suite une valeur symbolique, de même que la lampe qu'on a posée sur la console, les vases cornés sur la cheminée à filets d'or, et puis les housses de siège, housses qui ont été réalisées spécifiquement pour le château de Saché par l'atelier de tapisserie décor du Mobilier National. Donc là, il y a eu un travail vraiment... je vois qu'il y a une représentante de l'atelier qui...
de cet atelier. Et c'est vrai que les échanges ont été vraiment intéressants. Dans son œuvre, Balzac parle de housse grise. Et on s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette couleur grise. Pourquoi gris? Alors certainement que la couleur grise, en tout cas on le voit au niveau des vêtements chez Balzac, ça permet de montrer une volonté de modestie de la part d'Henriette de Morsauf, enfin, des Morsauf d'une manière générale. Et les housses grises, du coup, on s'est dit que c'était certainement un tissu assez épais et qu'il ne fallait pas être du tout dans un tissu trop précieux. Donc voilà, on a fait le choix d'un tissu qui soit néanmoins en accord avec des rideaux de percale blanche qui ne sont pas encore en place, puisqu'ils le seront le 1er avril. Voilà. Et donc on aura une présentation d'ailleurs à cette occasion. Alors la salle à manger. Donc là vraiment tout se joue autour du meuble boule, également des chaises Louis XIV qui sont recouvertes de tapisseries d'Aubusson qui ont été mises en dépôt par le Mobilier National, et puis la table de la salle à manger qui est en train d'être redressée et qui va certainement être garnie d'autres éléments au fur et à mesure de nos trouvailles chez les antiquaires. C'est vrai que voilà, il faut, monsieur tout à l'heure le disait bien, il faut être patient. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus se précipiter sur tout ce que l'on trouve parce que l'inauguration c'est le 1er avril. On verra au fur et à mesure de ce qui se présente comme occasion. Alors je vous lis quand même la description du château de la salle à manger du château de Clochegourde. Carrelée en carreaux blancs fabriqués en Touraine et boisée à hauteur d'appui, la salle à manger était tendue d'un papier verni qui figurait de grands panneaux encadrés de fleurs et de fruits. Les fenêtres avaient des rideaux de percale ornés de galons rouges. Les buffets étaient de vieux meubles de boule et le bois des chaises garnies en tapisserie faite à la main était de chêne sculpté. Abondamment servie, la table n'offrit rien de luxueux, de l'argenterie de famille sans unité de forme, de la porcelaine de Saxe qui n'était pas encore redevenue à la mode, des carafes octogones, des couteaux à manches en agate, puis sous les bouteilles des ronds en laque de la Chine, mais des fleurs dans des seaux vernis et dorés sur leur découpure à dents de loup. J'aimais ces vieilleries, je trouvais le papier réveillon et ses bordures de fleurs superbes. Voilà. Donc notamment, on voudrait peut-être faire l'acquisition prochainement de seaux crénelés qui évoquent ces rafraîchissoirs du XVIIIe siècle qui sont transformés en vases pour des fleurs dans l'œuvre de Balzac, mais également au XIXe siècle. Voilà, donc en conclusion, ce n'est que le début d'une longue collaboration, puisque déjà les liens que nous avons noués avec le Mobilier National nous ont permis aussi de découvrir que nous avions sans doute des trésors dans la chambre de Balzac. Nous avons pu lancer une expertise grâce aux encouragements de Jean-Jacques Gaultier sur le lit, le fauteuil et la commode. Et les premiers résultats de cette expertise sont à peine dévoilés, mais on a vraiment la certitude qu'il s'agit de meubles du XVIIIe siècle. Alors ces meubles figurent dans la chambre de Balzac d'après des photographies anciennes de la fin du XIXe, et ils sont réputés pour être ceux que Balzac a connus, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais encore eu d'expertise. Alors le lit que vous voyez sur la photographie est vraisemblablement un ancien lit à la polonaise qui avait donc des montants supérieurs, mais qui ont été enlevés. On a pu également découvrir à l'occasion de l'expertise des inscriptions qui apparaissaient donc sur les longs pans de chaque côté, avec noté Monsieur Saint-Aubin numéro 1, et c'était vraisemblablement le nom du propriétaire du lit qui avait été noté par l'un des fabricants. Et alors ce Monsieur Saint-Aubin, pour nous, il est extrêmement intéressant.
Alors il n'est pas lié a priori à la famille Margonne, du moins pas à notre connaissance pour l'instant, mais en tout cas, on connaît un Saint-Aubin chez Balzac. C'est le pseudonyme que Balzac a pris pour signer ses romans de jeunesse à partir de juillet 1822. Et on peut s'imaginer que Balzac se soit inspiré de ce nom pour choisir ce pseudonyme. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Jean Margonne lui propose de venir dormir dans le lit de Saint-Aubin à Saché et qu'il se soit inspiré de ce nom, en fait, pour signer son œuvre, du moins ses romans de jeunesse. Concernant la bergère, qui a été transformée en fauteuil de bureau, là, pour l'instant, les résultats de l'expertise sont encore assez limités. On a juste pu voir avec Xavier Bonnet, qui est intervenu, donc l'expert, qu'il y avait sous le cuir un velours d'Utrecht qui datait vraisemblablement du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Et que c'est donc vraiment une bergère qui était adaptée en fauteuil de bureau. On avait même sans doute des roulettes qui avaient été mises sous la bergère de manière à la rehausser à hauteur du bureau. Alors, par ailleurs, on a le projet, à partir de 2016, d'avoir une grande exposition temporaire en collaboration avec le Mobilier National qui sera intitulée Balzac, architecte d'intérieur, et qui aura lieu du mois de juillet jusqu'à fin décembre, enfin même début janvier 2017. Et à l'occasion de cette exposition, on doit mettre en place 2 nouvelles salles dans le parcours des collections permanentes, un cabinet de toilette attenant à la chambre de Balzac et également une nouvelle chambre qui serait le pendant de la chambre de Balzac, de la modeste chambre de Balzac. Ce serait une chambre fictive, la chambre du curé de Tours, de l'abbé Birotteau dans le roman Le curé de Tours. Donc une chambre particulièrement luxueuse. Alors cette exposition sera associée à un colloque organisé conjointement par le Mobilier National et le groupe d'études balzaciennes, mais là je vous laisse compléter sur ces questions puisque c'est Jean-Jacques Gauthier qui est commissaire de l'exposition. Oui, alors cette exposition donc, aura lieu du 2 juillet 2016 au 7 janvier 2017 et il y aura effectivement un colloque qui se tiendra les 13 et 14 octobre 2016 à l'École du Louvre et le samedi 15 octobre à Saché même, en collaboration donc avec le Centre d'études balzaciennes qui est présidé par Nathalie Price. Voilà, j'ai terminé. C'était un peu long. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce projet ? Excusez-moi. Le tapis, il est remplacé ? Le tapis va être remplacé, oui, il est sur métier à l'heure actuelle. Le second tapis est sur métier et c'est un tapis restauration et non pas un tapis en empire comme auparavant. Il sera mis en place à partir de juillet 2016 à l'occasion de l'exposition. Je ne sais pas si on a le temps, juste pour une petite question. Je vous en prie. Oui. Autour de Tours, il y avait énormément de manufactures au XIXe siècle, de tissus aussi. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des recherches sur des tissus, donc des tissus anciens qui auraient pu être dans le château de Saché par rapport à des recherches historiques sur les tissus ? En fait, comme vous l'avez fait sur les papiers peints, pareil. Oui, on s'est posé la question, effectivement, quand on voulait revoir l'ameublement et la question des rideaux. Et puis, en fait, on n'a aucune source. On ne sait pas du tout quels étaient les rideaux qui pouvaient décorer Saché entre 1825 et 1848. Et ensuite, on a pris le parti justement de recréer un château, enfin l'intérieur d'un château fictif, celui du château de Clochegourde, et on est parti de la description là de Balzac, les rideaux de percale blanche, et du coup, voilà. C'est resté comme ça. Voilà, on n'a pas cherché à retrouver des tissus anciens. En même temps, il n'est pas sûr du tout qu'il reste des sources. Les archives des maisons tourangelles, il y a le Manac qu'on a réussi à sauver, et encore pour une partie très particulière d'une activité de tapisserie sous l'Empire.
Mais après, on n'a pas réussi à récupérer, enfin, il n'y a plus grand-chose comme trace, à part les coupons et les dessins, bien sûr. Merci. Alors nous commençons notre troisième intervention avec M. Luc Forlivesi, qui est archiviste paléographe et conservateur général du patrimoine. M. Forlivesi a commencé sa carrière aux Archives nationales, à l'hôtel de Soubise, où il s'est notamment intéressé à la dimension patrimoniale des bâtiments, leur histoire, celle de leurs occupants et de leur cadre de vie. De 2000 à 2010, il a été directeur des archives départementales d'Indre-et-Loire. Et depuis mars 2011, il est directeur du patrimoine et des publics du domaine national de Chambord et pilote à ce titre les programmes de recherche sur le domaine et le remeublement du château. En 2013, il a été commissaire de l'exposition Les Lys et la République, Henri, comte de Chambord, 1820-1883. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, je vais à mon tour remercier l'institution qui m'accueille aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi, parce que le mobilier national et les manufactures sont des sortes de phares dans toutes les études qu'on peut faire. On a ces éléments de référencement, à la fois ce qui va être présenté, l'esprit et la main. C'est ça qui est intéressant dans ces murs ici, c'est qu'on allie les deux. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et que la démarche qu'on fait à Chambord, dans une configuration que je vais vous présenter, correspond bien aux éléments qui ont été évoqués précédemment également. C'est à la fois du pragmatisme, à la fois du bon sens et aussi beaucoup de recherche et parfois des découvertes heureuses. Donc un mot d'abord sur l'établissement même, enfin ce qu'est Chambord aujourd'hui. Ça permettra de passer là-dessus et de ne pas y revenir ensuite. Chambord est un établissement, le domaine national de Chambord est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été créé en 2005 par une loi. Et donc, il succède avec une unité de pilotage et une unité de gestion, une unité de propriété. C'est un domaine qui appartient à l'État et dont l'établissement public est le gestionnaire. Il succède à une période où, jusqu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 2000, il y avait 8 administrations qui pilotaient Chambord. Donc, autant vous dire que pour une simple question de hauteur de tonte d'herbe d'un côté et de part et d'autre d'un chemin, il fallait sans doute une concertation, et les standards téléphoniques des deux administrations principales n'étaient pas connectés. Donc pour ça, vous voulez dire qu'on est maintenant, depuis 2005, dans une configuration d'unité de gestion. Il a fallu un peu de temps depuis 2005 pour qu'il puisse être recréé un poste de conservateur. Et les prédécesseurs, il y avait à l'époque du Centre des Monuments Nationaux, Christian Trézin, qui avait beaucoup travaillé sur le château. Et puis ensuite, c'était la DRAC, la Conservation régionale des monuments historiques, qui avait pris le relais jusqu'à la recréation du poste que j'occupe en mars 2011, avec une équipe extrêmement légère, parce que nous sommes 4 à la conservation. Donc autant dire que la gouvernance de ces programmes de recherche se font beaucoup avec l'assistance, l'amitié aussi, avec les connaissances et le réseau d'experts que nous mobilisons pour chacun des projets auxquels le domaine est attaché dans le cadre des recherches et dans le cadre du remeublement. Nous avons donc un service de la conservation, nous avons une commission des collections qui valide à la fois les acquisitions, les propositions d'acquisition et les éventuels aménagements de décors, et puis des partenariats qui ont commencé par des relations interpersonnelles et qui maintenant se sont concrétisés par des conventions, notamment avec le Mobilier National depuis le début de l'année 2014, et en cours, mais pas encore signé, avec le Musée National de la Renaissance à Écouen. Ça n'empêche pas Thierry Crépin-Leblond et Muriel Barbier de travailler de plus en plus sur un projet dont vous serez sans doute les premiers à voir les copies d'écran en fin d'intervention. Par ailleurs, nous travaillons évidemment avec les spécialistes en fonction des projets, mais surtout en permanence avec Monique Châtenay, qui est sans doute la meilleure connaisseuse de Chambord et de l'histoire du domaine, notamment à travers l'ouvrage qu'elle a signé en 2001 et qui reste depuis la référence permanente à laquelle nous avons recours dès que nous avons une question, dès que nous nous posons des questions par rapport à l'histoire du domaine, de son architecture, l'architecture du château et l'usage du domaine. Ce qui est paradoxal à Chambord, c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « Entre recherche historique et esprit du lieu », c'est que la première impression que j'ai eue, c'était un paradoxe, en fait, entre une recherche historique architecturale extrêmement développée, extrêmement nourrie. Donc j'ai parlé de Monique Châtenay, mais son père Jean-Martin de Mézil avait aussi signé un ouvrage sur Chambord. Il y a eu Jean Guillaume, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été écrites et beaucoup d'éléments d'analyse qui ont été écrits sur l'architecture de Chambord. Il est évident que le sujet d'étude principal a été le château
le château, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut parler de château, de monument ou de palais, mais ça c'est une question qui reste encore ouverte, mais je pense que la singularité de l'agencement des éléments dont on va parler juste après a fait que la primauté a été donnée à l'étude de l'architecture et l'étude de l'usage éventuel. On a commencé à s'intéresser à l'usage du château, mais la priorité a été donnée à cette espèce d'unicum qu'est Chambord dans l'architecture. Et c'est vrai qu'on a commencé par travailler sur ce sujet-là et il a fallu aussi beaucoup d'évolution de structures et de rencontres et d'éléments et de prise de conscience, notamment à travers le projet d'établissement du domaine qui a été validé en novembre dernier pour que les grandes lignes stratégiques soient tirées à échéance de 5 ans et qu'on puisse savoir vers quel Chambord, vers quel domaine on veut aller et comment les recherches scientifiques et la médiation, parce que nous sommes évidemment dans une double, et ça c'est la même chose qu'à Sachet aussi, nous sommes dans une double perspective, à la fois la recherche historique la plus rigoureuse, exigeante et précise, et en même temps la nécessité de faire de la médiation auprès des 780 000 visiteurs qui rentrent dans le château et du 1,5 million de visiteurs qui viennent visiter le domaine. Donc on est toujours entre ces deux éléments. Et c'est vrai qu'entre ces deux éléments qui peuvent paraître l'un extrêmement scientifique et l'autre quasiment mercantile, il n'est pas évident de trouver l'esprit du lieu et d'essayer de garder, d'être le garant à travers un certain nombre de démarches, le garant de cet esprit du lieu qui pour moi est un élément extrêmement important et qui finalement est l'élément le plus étonnant de ce château. Donc, si on revient très rapidement pour brosser des éléments de l'histoire de Chambord, même si je pense que vous la connaissez déjà, mais je voulais insister sur 3 éléments pour le XVIe siècle. Tout d'abord, le paradoxe qui consiste pour François Ier à vouloir un château à l'écart. On a des témoignages d'ambassadeurs qui disent « j'ai eu la chance d'être invité à Chambord, ce n'est pas le cas de tout le monde », et le roi lui-même qui dit qu'il veut, et Brantôme le raconte, qu'il veut pouvoir venir à Chambord, se mettre à l'écart de la cour pour y venir avec sa petite bande. Alors évidemment, quand on voit Chambord aujourd'hui, on peut se poser la question quand même de l'adéquation entre le lieu dédié au plaisir de la chasse et au plaisir de la compagnie de sa petite bande et un château dont la fleur de lys culmine à 56 mètres de haut et qui est sans doute le plus grand château de la Renaissance en France. Ça, c'est un premier élément. Pour le XVIe siècle, un château à l'écart, certes, c'est toujours à l'écart, Chambord. Pour venir de Chambord à Paris, il faut encore faire parfois des circonvolutions un peu bizarres, mais un premier élément, un château à l'écart. Deuxième élément, un château de séjour temporaire. Et ça, je crois que c'est important pour Chambord. C'est dans l'ADN du château. Ce château, qui est une conception tout à fait unique, singulière, sur laquelle je vais revenir juste après, est un lieu de passage, un lieu de séjour, et pas uniquement au XVIe siècle. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête, et vous verrez notamment que c'est un parti pris que nous avons eu pour un certain nombre d'éléments liés à la reconstitution virtuelle que je vous présenterai en fin d'intervention. Donc un château de séjour temporaire, ça veut dire qu'on n'y retrouvera pas les éléments de confort moderne, je reprends l'expression qui a été évoquée tout à l'heure pour Bridoire, on n'y retrouvera pas les éléments de confort moderne de l'époque, mais on y trouvera de quoi installer la cour pendant un séjour qui va peut-être aller de quelques jours à une semaine, voire 2 semaines. Donc on est vraiment dans un élément important d'usage du château, et ça c'est un élément qui est fondamental pour Chambord, c'est à chaque fois qu'on travaille sur une perspective diachronique du XVIe au XIXe, au XXe et au XXIe siècle, c'est d'avoir toujours en tête l'usage du château en dehors une fois qu'on a réussi à ne plus être uniquement fasciné et subjugué par l'architecture du lieu, et ça je crois que c'est extrêmement important. C'est aussi d'imaginer, donc là évidemment c'est une vue qui est maintenant notre vue, le nouveau visuel de Chambord depuis quelques années. Pendant des années on a pris des photos dans l'axe du château, dans l'axe du XVIIIe siècle. On a voulu changer un peu le point de vue pour montrer qu'il y avait une dimension onirique aussi à Chambord et que Chambord était certes un château symétrique mais qui n'était peut-être pas fait comme ça à l'origine et qu'il avait un pouvoir d'évocation que les poètes du XIXe siècle ont bien compris et notamment Vigny. Voilà une autre vue du château au XVIIIe siècle, une gravure de Rigaud qui présente l'autre façade de Chambord, la façade sud, qui a encore ici ces combles brisés sur l'enceinte basse qui ont été créés à l'époque de Louis XIV et qui montre notamment ici, sur l'aile, je ne sais pas si on voit avec la souris, ici, voilà, ici la partie qui est inachevée et qui donne justement une vision. On voit bien que les abords de Chambord n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui et que ce château est un peu quand même isolé au milieu de la forêt, même si on devine ici les jardins qui sont notre prochain projet. Voilà une carte quand même intéressante, c'est pour voir que le château est là, dans le domaine de Chambord. Il est juste au bout de ma flèche. Donc quand on voit la taille du château quand on est devant, le domaine fait 5500 hectares, 540 hectares,
et il y a 32 km de murs, le domaine est entièrement clos. Le kilométrage de murs, c'est à peu près le boulevard des Maréchaux. Ça, c'est pour donner une idée des choses. Et l'élément sur lequel je voulais insister, c'est le fait que le château est une œuvre d'art en lui-même, et que donc la question qui se pose, c'est de savoir en quoi il est nécessaire de le remeubler, ou est-ce qu'il peut vivre tout seul. Ce château, dont la construction commence en 1519, est un château qui présente des innovations spécifiques, et j'en veux pour preuve au moins 3 éléments. Le plan centré en croix grecque, qui est un plan tout à fait particulier et qui d'habitude à l'époque est plutôt dédié ou plutôt utilisé pour des usages cultuels ou à échelle beaucoup plus réduite dans des villas italiennes. On a aussi évidemment le chef-d'œuvre de Chambord qui est cet escalier à double révolution au centre du monument, qui est aussi pour tous les gens qui visitent Chambord, ils retiennent ça, ils disent c'est bizarre, on rentre, on ne voit pas d'escalier, on en voit 2. Pour ceux qui viennent plus tard, quand les 2 escaliers hors œuvre sont construits, les 2 ailes sont construites, mais ceux qui viennent au début ne voient pas où est l'escalier. Évidemment, ils pénètrent dans un des bras de croix, et ils trouvent le double escalier au centre. Donc ça, c'est évidemment, ce double escalier a fait couler énormément d'encre. On y a vu la main de Léonard, mais beaucoup plus sûrement l'esprit. Et c'est vrai que ces éléments-là sont des choses. Vous voyez ici une vue des voûtes du 2e étage qui ont aussi frappé l'esprit. Les visiteurs, depuis le XVIe siècle, sont frappés par l'esprit du lieu, par l'architecture. Ils nous racontent très peu la vie à Chambord et l'ameublement, le remeublement, le décor de Chambord, mais c'est la pierre qui parle et la pierre qui prime. Vous avez ici un élément de stéréotomie extrêmement intéressant entre une demi-voûte entre le quartier qui est à droite et une des rampes, vous voyez les 2 volets de l'escalier qui sont ici. Donc ça, c'est pour dire que ce château est aussi complexe parce que ce plan de château qui fonctionne, voilà une autre vue du 2e étage, mais ça c'est pour mémoire, c'est juste pour le plaisir d'avoir des images. Voilà un autre point de ce château, c'est ce château qui ne fonctionne pas par symétrie verticale, mais par symétrie axiale. Et ça, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on comprenne que ce plan giratoire fait que cette disposition, cette distribution de pièces ici se retrouve à 90 degrés ici, se retrouve à 90 degrés ici, et qu'ici, il y a un problème. Et ça, il a fallu attendre qu'on fouille des latrines de Chambord, et on ne s'est pas occupé du décor pendant ce temps-là. Et même le livre de Monique Châtenay insiste beaucoup sur l'architecture, sur les campagnes de construction, et finalement donne assez peu de place au décor. Et justement, le plan que j'ai choisi ici est un plan gravé de Le Rouge, sur lequel on a ajouté ensuite un certain nombre d'éléments. Vous voyez le premier étage du donjon, alors ce qu'on appelle le donjon au XVIe siècle, et c'est un terme qu'on retrouve dans tous les contrats et le peu de marchés de notariés qu'on a pu trouver, c'est cette partie, ce carré, avec les 4 tours cantonnées qui correspondent chacune à des points cardinaux, le nord étant ici. Donc je pense que le plan est un peu écrasé, oui, ça c'est un effet visuel. La question qui se pose, c'est qu'on voit bien ici qu'on a à la fois superposition d'un usage à l'époque où les bras de croix étaient vides, et des appartements qui sont strictement distribués de la même manière dans les carrés qui sont ici et dans les tours, et puis un usage où on voit qu'on a une salle à manger, on a une alcôve, on a l'antichambre, la salle de compagnie, la chambre à coucher, l'alcôve, la garde-robe, le cabinet, ce qui laisse bien entendre que ce château, à l'origine, a frappé les esprits par son architecture, mais aussi par son usage, y compris à l'époque de François Ier, parce qu'à l'époque où on n'a pas encore l'aile royale, le roi loge au milieu de ses invités, dans la même distribution, le même espace vital que ses invités, ce qui frappe évidemment les gens qui viennent, la différence étant évidemment faite par le décor textile et le décor et les meubles. Alors, on est vraiment dans ces questionnements de château primauté à l'architecture, un château qui est avec un usage extrêmement volatile, 72 jours pour le règne de François Ier sur 32 ans de règne, c'est quand même pas beaucoup, et pourtant un château qui, par sa puissance de conception et sa singularité, marque les esprits. Donc à partir de là, il y a 2 écueils à éviter pour nous, c'est d'un côté de se limiter, de se restreindre au discours savant, c'est-à-dire de ne faire uniquement que de la recherche pure ou de la recherche métaphysique quasiment, parce qu'il y a aussi des visions philosophiques de Chambord, c'est très intéressant de les développer, de les étudier, mais il ne faut pas se limiter à ça. Et l'autre écueil était évidemment et ça a été des tentations qu'on va retrouver dans les éléments que je vais vous présenter, c'est d'en faire un château dont on sait que l'usage au XVIe siècle est très temporaire, que Louis XIV y vient 8 fois et qu'il fait quelques aménagements, notamment des aménagements liés à son appartement de parade, et vous avez ici les vestiges
de la distribution de l'appartement de Louis XIV, même si au XVIIIe siècle, on les a orientés différemment, on va y arriver. Et puis, on aurait très bien pu faire du décor de cinéma et rentrer et faire du décor à l'emporte-pièce, ce qui a été le réflexe, et à juste titre à l'époque, dans les années 60, dans pas mal de châteaux français, et notamment à Chambord, où on a fait du XVIIIe pour faire du XVIIIe, sans tenir compte d'éléments qui ont déjà été évoqués dans les deux interventions précédentes, qui sont les sources. Quelles sont les sources qui nous permettent, à une époque donnée, de tirer parti d'un inventaire après décès, des registres du garde-meuble de la couronne, ou bien de scellés révolutionnaires pour faire en sorte qu'on puisse trouver matière, c'est-à-dire toujours l'équilibre entre la recherche la plus aboutie et la médiation la plus simple au bon sens du terme et dans la simplification des choses pour que tout le monde puisse comprendre qu'il vient voir un château dont l'architecture est Renaissance, et il vient notamment pour ça, mais qu'il peut aussi y découvrir un appartement ou des appartements du XVIIIe siècle dont l'ameublement et le décor est conforme à un certain nombre de sources, mais qui ne s'attend pas à trouver dans l'appartement de parade. Quand on vient voir François Ier, on ne s'imagine pas se retrouver dans un décor avec des boiseries qui viennent de Versailles. C'est ce que je vais vous montrer. C'est vrai que ces deux écueils sont des garde-fous qu'on essaie de concilier plutôt que d'avoir à choisir entre l'un ou l'autre. Alors les vicissitudes du temps nous ont amené un château. Donc après l'épisode XVIIIe siècle, donc Louis XIV vient 8 fois. Au XVIIIe siècle, je vais à très grand trait parce que je voudrais rentrer dans le détail des ameublements. XVIIIe siècle, une période avec le roi Stanislas Leczinski qui est hébergé à Chambord entre 1725 et 1733. Il y fait quelques aménagements, mais on n'a pas grand-chose comme source. Le moment important pour nous, c'est la période du maréchal de Saxe, puisque le vainqueur de Fontenoy reçoit la capitainerie, il reçoit le gouvernement de Chambord, et donc à ce titre s'installe à Chambord pendant la plus longue durée de l'histoire du domaine. C'est pendant 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans, 1748-1750. La chance qu'on a, c'est la malchance qu'il a eue lui, c'est d'y mourir le 30 novembre 1750. Et évidemment, l'inventaire après décès du maréchal de Saxe et les scellés, puis les inventaires après décès à la fois de son hôtel parisien, de ses autres possessions et du château de Chambord, au-delà du fait qu'il forme un très gros volume au Minutier central à Paris et les Archives nationales, nous permet d'avoir un état avec la valeur relative de l'inventaire après décès, j'en conviens, mais qui est un état quand même un instantané du château avec son ameublement et ses décors et les éléments qui y sont décrits. Donc ça nous permet quand même d'avoir ce guide permanent pour s'en sortir et pour essayer de au moins pouvoir adosser les éléments, les négociations, les demandes de dépôt que nous faisons avec nos partenaires sur des éléments qui soient sûrs. Donc voilà le château donc en 1750. Donc le maréchal de Saxe y meurt. Ensuite son neveu il reste jusqu'en 1755. Puis il y a une petite époque de remise, de retour en intérêt à la fin du XVIIIe siècle avec le gouverneur Polignac. Et la Révolution évidemment fait comme dans d'autres châteaux, mais plus spécialement les châteaux royaux, le grand ménage, à l'exception de 2 meubles, cette grande table desserte que vous avez au-dessus, qui n'a pas été déplacée, elle a été déplacée dans le château, mais elle n'a pas été vendue dans les ventes aux enchères révolutionnaires, et pour une cause très simple, c'est que depuis on l'a pesé, le plateau en pierre de liais, il fait 800 kilos. Donc je pense que ça a calmé les ardeurs du révolutionnaire, même le plus virulent, en imaginant de devoir descendre ce plateau à travers l'escalier à double révolution ou par une fenêtre du château. Donc voilà le seul meuble qui, lui, n'a pas bougé du château, et qui a retrouvé sa place d'origine dans la première antichambre, dans l'appartement de parade, qui est dans un état maréchal de Saxe. Et c'est une pièce, c'est une table sur laquelle on raconte qu'on a posé le corps après le décès du maréchal de Saxe. Certains disent qu'on l'a embaumé là, mais c'est une légende. Ça a été sans doute utilisé pour cela. Et en bas à droite, une console qui, elle, a été vendue à la Révolution. Il y avait une paire de consoles qui a été vendue à la Révolution et qui n'est pas allée très loin. C'est la mairie de Saint-Dié, qui était à 5 km de Chambord, qui l'a acheté à l'époque. Et donc, on a bénéficié, grâce à l'intervention dans les années 60 d'un inspecteur, de Jean Ferret, inspecteur des monuments historiques, d'un retour, d'un dépôt de très longue durée. Elles ont retrouvé leur place d'origine. Donc, pour dire que la Révolution est un moment extrêmement rude pour Chambord, puisque le château est vidé. Il est même menacé juste après l'Empire par ceux qu'on a appelés la bande noire, qui sont juste des exploitants de pierre et qui veulent trouver des carrières à ciel ouvert. Et puis, il faut attendre grâce à la souscription nationale qui offre le domaine de Chambord au duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, que le domaine est sauvé à partir de 1820. Mais évidemment, les aménagements que le comte de Chambord décide d'y faire, parce que le château est ouvert au public dès les premières années, et on a des registres de visiteurs depuis 1821,
Simplement, le parcours que l'on fait faire aux visiteurs n'est pas un parcours historique au sens où on veut montrer un château du XVIe siècle. C'est un parcours mémoriel qui permet de faire le lien entre le comte de Chambord, qui est en exil à partir de 1830, et l'histoire la grande histoire des rois de France, et notamment avec l'histoire des Bourbons, enfin en tout cas des Angoulême, et toute cette lignée royale à laquelle on veut rattacher l'enfant du miracle. Et c'est par ce biais-là qu'on aménage des salles à Chambord qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire du lieu ou avec la Renaissance. Voilà 4 images. En haut à gauche, vous avez une photo du musée de la chasse. Alors pas du musée de la chasse fait par le musée de la chasse et la Fondation François Sommer à partir des années 1970, mais c'est l'ancêtre de tout cela. C'est le musée de la chasse du comte de Chambord, avec un cerf en bois qui vient sans doute d'Allemagne, de Forêt-Noire, et qui porte une énorme croix de Saint-Hubert au-dessus, dans laquelle on pouvait déposer une petite votive. On imagine l'effet rendu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cerfs-là ont tourné et ont servi de décor dans Peau d'âne. Ceux qui ont en mémoire Peau d'âne, les cerfs que l'on voit ne sont pas des cerfs qui ont été faits pour le décor de Peau d'âne, mais ce sont ces cerfs-là qui ont servi. Depuis, ils viennent d'être restaurés, replacés dans une salle évoquant la chasse à Chambord avec ces éléments-là. Et les 3 chaises magnifiques en peau de cerf et en bois de cerf, on les a retrouvées il y a peu de temps au musée de la chasse à Paris, et donc Claude Dantenez a accepté de on lui en laisse une en dépôt, et on inverse le dépôt, c'est nous qui récupérons nos 2 chaises. Ici, voilà une autre vue du musée de la chasse, avec évidemment les pieds d'honneur, avec des massacres. Enfin, c'est très évocateur de l'époque du 19e siècle. Et ici, vous avez 2 pièces de l'enfilade de cet appartement de parade, avec une statue de Madame Elisabeth ici, et puis un ensemble de portraits. À l'époque du comte de Chambord, on a environ 80, on doit avoir 45, on doit avoir 120 œuvres d'art en tout, dont une quarantaine de tableaux, et toute la thématique est liée à la thématique de la famille royale. C'est normal, l'héritier est en exil, on est dans une période compliquée pour les royalistes, donc on rattache tout ça à la famille et à la filiation des rois de France, et puis évidemment le comte de Chambord se trouve ici, là où on a Henri IV d'après Bozio de l'autre côté. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour voir qu'on a un premier mobilier, et le fond de tableau que nous avons toujours aujourd'hui est un fond de tableau acheté notamment à Paris par les régisseurs du comte de Chambord, avec des attributions plus ou moins heureuses. Voilà une autre pièce, ça c'est la première antichambre de l'appartement de parade, devenu lieu d'exposition. Il y a un très beau tableau de Turpin de Crissé, la fête du Doge à Venise ici, et puis ici le parc d'artillerie qui avait été offert au jeune duc de Bordeaux. Voilà. Et donc le parc d'artillerie est toujours à Chambord, mais dans les pièces dédiées au comte de Chambord. Et puis on a aussi installé la partie la plus ancienne, c'est ici, la photo là est plus récente, un lit offert par un menuisier royaliste nantais en 1879, et donc ce lit, je l'ai démonté pour restituer la salle d'origine, la salle du trône que les Bourbons-Parme, donc les neveux du comte de Chambord, avaient voulu installer. Mais pendant longtemps, on a fait rentrer les gens dans cette salle en expliquant que c'était la chambre du comte de Chambord, sauf qu'il n'a jamais passé, enfin les 3 nuits qu'il a passées à Chambord, il ne les a pas passées là, et ce lit n'a jamais été monté à son époque. Donc c'est pour vous dire comment les choses ont pu évoluer. Dans les années 60, on a eu une grande campagne de remeublement, et je vous renvoie pour cela à un article de Judith Kagan et de Claude Dantenez dans Monumental en 1994, la revue Monumental, qui parlait des ameublements des grands châteaux. Et on a eu des campagnes qui ont été faites standardisées, mais très utiles pour qu'à l'époque, entre 59 et 61, on puisse tout simplement présenter. Il y a eu un gros travail de restauration de la partie menuiserie, charpente, maçonnerie, et il a fallu trouver un décor. Donc à partir des années entre 59 et 61, le premier programme de restauration du grand appartement permet, à Jean Ferret notamment, de présenter des éléments comme ce lit à la polonaise dans la chambre que nous appelons la chambre des lauriers. Mais là, il n'a aucune référence à l'inventaire après décès. C'est un élément qui est un élément d'évocation. On est plus dans l'évocation que dans la restitution ou dans la reconstitution. Et ça, je crois que c'est important de le signaler. Voilà l'état de la première antichambre, vous savez, où il y avait le parc d'artillerie tout à l'heure. Voilà un état dans les années 60. Donc on y met un billard parce que c'était une salle de billard à l'époque de Louis XIV, sauf qu'on y met un billard qui est de 1834 et qui était un billard de Louis-Philippe aux Tuileries, qui est maintenant déposé au château de Maison, Laffitte, grâce au CMN, parce qu'on pouvait difficilement, on ne l'a pas gardé longtemps, il est resté là peu de temps, il est descendu au rez-de-chaussée. Moi je suis arrivé, j'avais un billard dans une salle au rez-de-chaussée, je ne comprenais pas l'usage, et j'ai compris que c'était en fait parce on n'avait pas trouvé la place pour ce billard-là, donc moi je me suis empressé de le déposer ailleurs.
Là, on voit bien qu'on a des collections de tapisseries, mais on est avec une tenture verte sur les murs. Voilà la chambre de parade que d'aucuns appellent la chambre de Louis XIV. Alors ça, c'est un vrai problème à Chambord. La chambre de Louis XIV, certes, ça a été la chambre de Louis XIV, sauf que l'état ici est un état modèle tissu bleu avec redorure partielle des boiseries, balustrade d'origine pour le maréchal de Saxe, mais cette chambre de Louis XIV a été modifiée au XVIIIe siècle par le maréchal de Saxe quand il est venu s'installer, et il lui a fait installer des boiseries qui ont été identifiées par Christian Bollez en 1974, qui sont des boiseries qui ont été un cadeau de Louis XV, elles viennent du cabinet Octogone de la duchesse d'Orléans à Versailles. Et depuis, on a retrouvé avec une lampe et un escabeau et un peu d'équilibre la signature de Roumier. Donc évidemment, on n'est pas dans une chambre Louis XIV, puisque ce sont des boiseries du XVIIIe siècle et qui sont parfaitement datées. Donc là, on est dans un modèle donc Louis XIV. On a refait à l'époque les volets, les parquets, on a remis des éléments de lambris, et donc entre 58 et 61, il y a eu un plan général qui a été suivi, une sorte de schéma directeur comme nous l'avons aujourd'hui pour les restaurations ici. Et on a mis des tentures qui n'étaient pas des tentures de soie, parce qu'on dit qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de crédit, et c'est vrai qu'on a fait des choses. Voilà la chambre bleue, la chambre rouge. Alors, l'histoire continue. Dans les années, donc là, on est entre 60 et 74 et 80, même 84. On garde cette tenture bleue. On dit que finalement, c'est un état maréchal de Saxe, parce que le bleu était dans les armes du maréchal. Et puis, un inspecteur à l'époque à la Drague trouve que le tissu est très fané et qu'en fait, le tissu bleu n'est pas à la hauteur des boiseries. Donc, on joue un jeu très complexe, c'est-à-dire qu'on va dorer les boiseries, on les royalise, et on met du tissu rouge au mur parce que c'était une chambre qui aurait dû servir à la venue de Louis XVI et Marie-Antoinette en 1782.